Bonjour et bienvenue au webinaire du FC3R. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Christine Noiville et Magali Jacquier qui vont nous présenter l'avis du comité d'éthique du CNRS qui s'appelle le COMETS, qui concerne l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques. Et elles vont parler de questions éthiques et de recommandations de ce comité d'éthique. Donc Christine Noiville est la présidente du COMETS. Elle est également directrice de recherche au CNRS et dirige l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Elle est spécialiste des relations entre les sciences, le droit et l'éthique. Ses principales recherches concernent les biotechnologies, la bioéthique, le principe de précaution, les brevets et l'environnement. Et elle préside également le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Magali Jacquier, qui est notre deuxième intervenante, siège également au COMETS. Elle est vétérinaire et ingénieure de recherche au CNRS. Pendant une dizaine d'années, jusqu'en 2018, elle a été chargée de mission au CNRS Biologie pour les questions relatives à l'expérimentation animale. Et elle est actuellement responsable d'une plateforme de recherche à Toulouse qui s'appelle Anexplo. Je vais maintenant laisser la parole à Christine et à Magali. Merci beaucoup, Athanasia, pour cette invitation et merci à tous pour l'intérêt que vous portez aux travaux du comité d'éthique du CNRS, le COMETS. Peut-être, avant de présenter notre dernier avis sur l'expérimentation animale, puisque c'est l'objet de cette rencontre, deux mots sur cette instance qu'est le COMETS. C'est une instance consultative qui a été créée en 1994, qui est placée auprès du conseil d'administration du CNRS, qui est une petite instance resserrée, puisqu'elle a environ une quinzaine de membres. Donc placée, je le disais, auprès du conseil d'administration du CNRS, mais indépendante, au sens où elle ne reçoit d'ordre de personne, je tiens à le préciser. Et sa mission, c'est de réfléchir aux enjeux éthiques de la recherche scientifique, de réfléchir sur des questions générales d'éthique scientifique, puisque le COMETS ne peut pas être saisi par des particuliers, de questions individuelles, mais il ne peut être saisi que de questions générales par soit le conseil d'administration, soit le conseil scientifique, soit le PDG du CNRS lui-même. Et bien sûr, le COMETS a une faculté d'autosaisine qui lui donne la possibilité de travailler sur des questions qui pourraient être embarrassantes pour certains, mais dont il estime qu'elles sont néanmoins très importantes. Voilà, une petite diapo sur les avis récents que nous avons rendus, histoire de vous montrer la variété des sujets que l'on aborde, en tout cas depuis le début du dernier mandat dont j'ai été responsable. Donc, vous voyez que les sujets sont très diversifiés, puisque ça va de la géo-ingénierie solaire à la liberté académique, en passant par ce qu'on appelle l'éthique environnementale de la recherche, ou bien les relations entre recherche publique et entreprises privées. Voilà, alors s'agissant de ce qui nous occupe ici, c'est-à-dire l'avis relatif à l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques, peut-être deux mots de contexte. Il s'agit d'une saisine du PDG, Antoine Petit, qui date du 30 janvier 2025. Et dans sa lettre de saisine, le PDG insiste beaucoup sur la préoccupation sociétale croissante que suscite l'expérimentation animale et sur la nécessité pour les scientifiques, je cite, de réfléchir à leurs pratiques en la matière. Il y a aussi deux éléments qui sont en filigrane de la saisine et que je voudrais rappeler ici parce qu'ils sont importants. D'abord, l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques est la source de tensions entre disciplines au CNRS, notamment entre biologie et sciences sociales. Et le PDG insiste sur la nécessité non seulement d'une réflexion des praticiens sur leurs pratiques, mais aussi d'une réflexion collective. Et puis ensuite, il y a ce projet d'extension de centre de primatologie du CNRS à Rousset, sur Arc, dont vous avez vraisemblablement entendu parler, et qui, lui aussi, comme vous le savez, est source d'un certain nombre de discussions, voire de tensions. Donc voilà le contexte de la saisine.
qui a conduit le COMETS à travailler pour la première fois en 30 ans d'existence, en 32 ans même d'existence, sur un sujet qui est pourtant, vous êtes bien placé pour le savoir, un des problèmes éthiques phares de la recherche scientifique. Vous avez ici la constitution du groupe de travail que nous avons mis en place pour répondre à cette saisine. Et j'insiste tout particulièrement sur le fait que la rapporteure de l'avis était Magali Jacquier, celle-là même qui est en train de passer les diapos et que vous entendrez tout à l'heure. S'agissant d'un sujet très controversé, nous avons beaucoup auditionné, vous le voyez, puisque nous avons fait 38 auditions, soit en séance plénière, soit en groupe de travail. Alors, si vous avez pris connaissance de l'avis, vous avez vu que son organisation générale est la suivante. Premièrement, dans le but de fonder nos réflexions sur des données factuelles, on présente une partie relative à l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques en recherche académique, des données concrètes relatives à ce sujet, donc quel type d'animaux, combien d'animaux, à quelle fin exacte, etc. etc. Et puis un rappel du cadre normatif qui s'applique au sujet. Deuxièmement, s'agissant d'un sujet, je l'ai dit, très débattu, très controversé, on a souhaité synthétiser ce qui nous semble être les principaux points de débat, de controverse, d'opposition, etc. entre les différentes parties prenantes dans une longue deuxième partie. Et puis enfin, l'avis formule des recommandations et très précisément 4 recommandations générales qui sont applicables à toute utilisation d'animaux à des fins scientifiques, et puis une recommandation qui concerne le projet de Centre national de primatologie que j'évoquais tout à l'heure. Alors, avant que Magali vous présente en détail ces recommandations, peut-être 2 mots des grands messages que l'on a voulu affirmer dans cette lettre. D'abord sur le principe qui consiste à utiliser des animaux à des fins scientifiques. Le COMETS prend parti sur ce point pour dire qu'il adhère à la philosophie de la réglementation européenne, à savoir que cette utilisation est acceptable, mais elle n'est acceptable qu'à de strictes conditions qui sont ici rappelées et sur lesquelles je ne reviendrai pas, puisque j'imagine que vous les connaissez parfaitement. Donc, un positionnement éthique qui vise, vous le savez, à concilier projet par projet les devoirs que nous avons envers les animaux et les devoirs que nous avons envers les humains, sachant que l'objectif, on a omis de le rappeler ici, c'est de sortir de l'expérimentation animale dès que scientifiquement possible. Et puis le deuxième grand message, voilà, il concerne la mise en œuvre de ces conditions, qui s'appliquent donc à la France depuis déjà un certain nombre d'années. Il consiste à dire que même si le traitement des animaux s'est incontestablement amélioré depuis 15 ans, eh bien, il y a des évolutions notables qui sont absolument indispensables et c'est dans ce sens-là que nous formulons les 5 recommandations dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc je vais laisser la parole à Magali en insistant sur le fait qu'une focale particulière a été mise ces derniers temps et en particulier par la presse sur la recommandation que nous avons rendue à propos du projet d'extension du Centre national de primatologie et que nous sommes vraiment très désireuses de faire en sorte que la vie ne se réduise pas à ça et que l'on n'oublie pas les 4 autres recommandations qui s'appliquent non seulement aux primates mais aussi à l'ensemble des animaux et qui, j'espère, résonneront favorablement à vos oreilles. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Magali. Bon, bonjour à tous et toutes, je prends donc la suite et puis on retrouvera de toute façon Christine pour les différentes questions.
Et donc, je vais vous présenter effectivement maintenant les recommandations qu'on a fait au niveau du COMET. Donc, d'abord les recommandations générales, puis la recommandation pour en particulier pour les primates et le Centre national de primatologie. Donc, la première recommandation, c'est de ce qu'on a appelé d'avoir une justification éthique plus robuste au niveau des projets. Donc, dans le système actuel, il y a l'autorisation des projets qui est délivrée donc, par le ministère en charge de la recherche après l'avis donné par un comité d'éthique en expérimentation animale. Et c'est donc à l'échelle des comités d'éthique qu'ils vont regarder essentiellement la mise en place des 3 R, mais dans la pratique, c'est essentiellement tout ce qui est la réduction et le raffinement. Et donc, notre recommandation porte sur le fait d'avoir cette réflexion éthique sur la justification même de l'utilisation du modèle animal beaucoup plus en amont, au niveau même de l'évaluation scientifique du projet, donc au niveau notamment des agences de financement. Et donc, comme le préconise aussi le Comité national de réflexion éthique en expérimentation animale, d'avoir à ce stade de l'évaluation de projet, de regarder cette évaluation s'il est vraiment nécessaire d'utiliser en fait le modèle animal, donc la pertinence en fait du modèle animal, ou s'il n'existe pas, en tous les cas, des méthodes alternatives au sens non animal. Et donc pour cela, notre proposition, c'est que effectivement, le FC3R est en lien avec le Comité national de réflexion éthique, continue ce travail de sensibilisation auprès des financeurs. Et en proposant même d'aller plus loin, donc selon les moyens, et on reviendra sur ce point juste après, le FC3R pourrait aussi conduire directement en fait cette évaluation de la justification du modèle animal, comme le fait par exemple le NC3R au Royaume-Uni, avec un système de vérification très en amont de l'existence et en tous les cas de l'utilisation des méthodes alternatives non animales. Autre possibilité, avec toute l'expertise, notamment toujours au niveau du FC3R, c'est de proposer des tableaux de remplacement selon les domaines de discipline de recherche, et avec évidemment des mises à jour régulières et donc la contribution de toute la communauté scientifique pour avoir des choses les plus à jour possibles. Et dans tous les cas, le FC3R peut jouer ce rôle d'apporter des experts ou des expertes, ou en tous les cas de former ce qu'on peut appeler des référents 3R au niveau de ces agences en fait, de financement. Ensuite, cette justification continue de se décliner, cette justification éthique continue de se décliner au niveau des comités d'éthique en expérimentation animale. Donc, on est tout à fait conscient de la qualité et de la quantité de travail qui est donnée par les membres de comités d'éthique pour réaliser ces évaluations éthiques. Mais de poursuivre l'aménagement qui a déjà été initié nous semble vraiment important pour améliorer en fait leur travail d'évaluation éthique, qui, comme je le rappelle dans leur réglementation, cette évaluation doit être impartiale et indépendante. Et donc le fait d'avoir des comités d'éthique en expérimentation animale qui soient plus détachés de ce qu'on appelle les établissements utilisateurs, des laboratoires qui sont à la base de la création de ces comités d'éthique, le fait qu'ils soient plus détachés permettrait justement de continuer ce travail de poursuivre l'indépendance en fait et l'ouverture. Donc, soit effectivement de généraliser, par exemple, les comités d'éthique multi-établissements, comme ça a déjà été commencé avec la cellule AFIS, ou d'avoir un système qui soit similaire au comité de protection des personnes, si c'est effectivement réalisable, c'est-à-dire qu'ils sont aussi répartis sur le territoire, mais il y a par exemple une distribution aléatoire, en fait, une répartition aléatoire des évaluations des projets, ou encore d'avoir une autre piste, des comités qui soient plus spécialisés, par exemple des comités qui vont revoir tous les projets utilisant des primates. Dans tous les cas,
il nous a semblé vraiment important donc de renforcer cette indépendance et cette ouverture et par exemple de renforcer la présence d'avoir au sein des comités d'éthique en expérimentation animale, d'avoir vraiment des experts et des expertes de différents domaines, hein, de différentes disciplines et non plus que des concepteurs, des applicateurs, etc. Mais par exemple d'avoir vraiment des spécialistes de la modélisation, des biostatisticiens de façon générale, des éthologues, des spécialistes des sciences humaines et sociales. Et donc cette ouverture permet notamment de confronter des appréciations qui sont vraiment pluralistes, avec des domaines de disciplines scientifiques et autres, mais qui sont en tous les cas différents, et aussi des appréciations qui sont potentiellement divergentes, parce que ce travail permettra d'améliorer l'évaluation dommages-avantages qui est faite par les comités d'éthique, hein, les avantages qu'on espère obtenir en atteignant notre objectif scientifique et donc en répondant à notre question scientifique, et les dommages ou les contraintes que vont avoir les animaux. Donc effectivement, quand on parle de dommages, c'est ce côté stress, douleur ou en tous les cas toutes les contraintes exercées sur les animaux. C'est-à-dire qu'on est à un stade où on ne doit plus s'interroger au niveau des comités d'éthique et même plus largement, on ne doit plus s'interroger sur comment mieux faire, mais est-ce que l'on doit vraiment faire et au nom de quoi. La deuxième recommandation consiste à développer, en tous les cas, à mieux rendre compte finalement des résultats de l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Et donc, on rejoint aussi l'avis du Comité national de réflexion éthique en expérimentation animale, d'élargir, par exemple, le cas de nécessité des bilans rétrospectifs. Donc, à l'heure actuelle, ces bilans rétrospectifs, donc à l'issue des projets, sont obligatoires uniquement pour les projets où il y a des procédures sévères ou des procédures qui vont utiliser les primates. Et l'idée, c'est de pouvoir multiplier cet outil, qui est vraiment un outil très puissant d'amélioration. Et par exemple, à défaut de pouvoir le généraliser pour tous les projets, mais au moins, par exemple, pour le faire systématiquement pour des nouvelles technologies ou des nouveaux modèles. L'autre point aussi, c'est de publier ces bilans rétrospectifs. Donc ça, c'est évidemment à l'échelle de la France, comme c'est le cas dans certains pays. Et toujours dans cette nécessité de mieux rendre compte, d'inciter en fait à la publication des résultats négatifs. Et donc, par exemple, au sein du CNRS, et le CNRS d'inciter les chercheurs et les chercheuses, donc tous les concepteurs de projets, de publier les résultats négatifs sous les formes des short notes sur le site du FC3R pour éviter effectivement à la communauté scientifique de devoir refaire des projets ou des procédures qui ne fonctionnent pas. Et enfin, toujours dans cette nécessité de vraiment rendre compte des apports permis par l'utilisation des animaux à des fins scientifiques, c'est de réaliser un bilan global des utilisations. Donc, j'y reviendrai juste après, notamment pour les primates en particulier. Mais globalement, la proposition, c'est de réaliser une expertise collective scientifique, mais qui soit contradictoire, c'est-à-dire un vrai état des lieux des avancées qui ont été permises par l'utilisation des animaux, les domaines où on pourrait s'en passer. Mais j'y reviendrai juste à la fin avec l'exemple des primates. La troisième recommandation porte sur le fait d'avoir une vraie démarche volontariste de développement des méthodes alternatives non animales. C'est-à-dire que dans le contexte de l'Union européenne, comme l'a rappelé Christine tout à l'heure, à mettre fin à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques dès que scientifiquement possible. On constate, et aussi à travers les auditions, qu'il y a une vraie appétence des scientifiques pour
utiliser des méthodes non animales, développer des nouvelles méthodes ou des nouveaux outils. Mais il faut aller beaucoup plus loin à l'échelle nationale, puisqu'on constate, et on l'a vu avec les derniers chiffres publiés sur le site Allure, sur les chiffres européens, que la France reste encore un pays qui utilise beaucoup d'animaux à des fins scientifiques, et aussi qu'il y a un sous-financement pour tous les projets et le développement des méthodes alternatives. Donc déjà, le premier point, c'est d'avoir un vrai financement qui soit pérenne et accru, notamment pour le FC3R, et puis d'inciter toute la communauté scientifique et donc les chercheurs et les chercheuses à répondre à des appels à projets qui soient spécifiques en fait pour le remplacement, et à aussi utiliser l'ensemble des outils qui sont disponibles, qu'on peut trouver à la fois sur des sites français mais aussi européens et qui ne sont pas forcément ni connus ni utilisés. Et enfin, dans cette avant-dernière recommandation de stratégie de développer les méthodes alternatives. Alors, c'est à l'échelle soit du CNRS ou aussi plus largement au niveau de la France, pour que la France, au niveau de la recherche, soit moteur pour le reste des pays européens. C'est de développer, de proposer en fait une feuille de route pour le remplacement, avec des objectifs qui sont ambitieux, mais qui sont chiffrés, qui sont précis, datés, c'est-à-dire ce qui est remplaçable ou non, à quelle date, quels sont les chiffres et des actions concrètes, et évidemment par discipline en fait de recherche. Et cela a déjà été fait au niveau du Royaume-Uni à la fin de l'année dernière. Et il nous semblait important de dire que la France pourrait vraiment jouer un rôle moteur pour la mise en route de cette feuille de route à l'échelle européenne. La quatrième recommandation générale porte sur le besoin, ou en tous les cas la nécessité et le besoin de renforcer la transparence et le débat. Donc, on peut comprendre tout à fait la position défensive qu'ont les personnels de recherche qui utilisent des animaux à des fins scientifiques, qui sont remis en cause systématiquement, alors qu'effectivement il s'agit d'une activité légale et très encadrée par la réglementation, et aussi d'un choix de société. Et en même temps, et on l'a vu avec d'autres exemples, ce repli finalement est contre-productif, parce qu'en fait il alimente la défiance qui continue et qui s'aggrave au niveau français. Et il y a donc vraiment besoin d'être plus transparent. Donc ça va passer par arriver à trouver assez facilement, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, des chiffres par organisme de recherche, d'avoir par exemple les rapports d'inspection. On a parlé de la publication des bilans rétrospectifs, en protégeant évidemment les données confidentielles ou dans le secret de la recherche. Mais en tous les cas, c'est important d'augmenter cette transparence et de renforcer également le dialogue avec la société civile. Ça passe aussi, par exemple, par la première recommandation, avec une ouverture plus large des comités d'éthique. Et enfin, et c'est ce que disait Christine en introduction par rapport au contexte, au sein même du CNRS, qui a toutes les disciplines qui sont représentées, le conseil qu'on peut faire, c'est de développer, d'avoir un vrai débat qui soit apaisé, et donc par exemple de développer un institut thématique interdisciplinaire qui permettra effectivement de confronter des points de vue scientifiques, mais différents sur la place de l'animal, notre rapport à l'animal, et donc de s'interroger avec toutes ces disciplines sur la légitimité d'utiliser des animaux, les modalités et les résultats, et effectivement déjà de permettre à cette échelle-là d'avoir un débat qui soit, de pouvoir débattre de façon sereine de ce sujet. Et donc, la dernière recommandation, donc, qui concerne, comme l'a annoncé Christine, plus en particulier l'utilisation des primates dans la recherche et le projet d'extension du Centre national de primatologie. Donc c'est juste sur cette position-là, on peut noter qu'il y a un avis divergent d'une membre du COMETS. La position divergente est annexée à l'avis, qui est contre l'extension de ce centre. Pour le reste des membres du COMETS, nous étions tout à fait d'accord
Pour déjà rappeler que ce projet nous a semblé effectivement en accord avec la réglementation européenne et transposée en droit français. On note qu'il y a une amélioration de la bientraitance qui est permise par ce projet, puisque ça évite de faire voyager des animaux dans des conditions stressantes. Et puis, il y a des conditions d'environnement sur place qui sont pour plusieurs espèces qui sont au-delà des recommandations européennes. En revanche, on a été interrogatif sur plusieurs points. Le premier point, c'est sur la pertinence stratégique de ce projet, puisque effectivement, il semblerait, avec toutes les auditions que l'on a fait notamment, que les difficultés d'approvisionnement en primates, qui ont été vraiment recensées juste après, enfin pendant la crise Covid, il semblerait donc que ces difficultés d'approvisionnement soient plutôt conjoncturelles que structurelles, et que maintenant il y a des contrats qui sont sécurisés pour importer des animaux, notamment avec l'île Maurice. Et puis sur la pertinence économique, avec un coût de fonctionnement du projet qui est élevé. Et il nous semblait aussi nécessaire de rappeler que pour nous, la bonne utilisation de l'argent public était aussi une question éthique. Mais surtout, nous nous sommes interrogatifs sur l'utilisation même du modèle primate pour la recherche académique. Encore une fois, on est vraiment centré sur la recherche académique, en termes effectivement des avantages pour la société, en termes de santé et d'amélioration des conditions de vie, par rapport en fait aux dommages que peuvent avoir les primates, notamment dans un contexte de laboratoire, avec ces espèces qui sont hautement développées. Et donc, on est conscient des avancées médicales majeures qui ont été permises par l'utilisation des primates en recherche ces dernières années, mais on se demande comment ont été prises en compte ces interrogations de fond qui se sont posées et qui se posent dans la société, pour les associations, mais y compris aussi pour certains scientifiques. Et les interrogations de fond qui sont telles que le caractère strictement nécessaire en fait, de certaines recherches, la pertinence aussi du modèle primate pour étudier les maladies humaines en termes de reproductibilité et surtout de prédictibilité, le nombre d'animaux qui est toujours important, le nombre de primates utilisés en France qui est important, et puis le devenir aussi des animaux après les laboratoires, après les projets de recherche. Et donc, pour nous, ce projet d'extension et de création d'un centre national de primatologie n'est acceptable qu'à deux conditions. La première qui est de réaliser une expertise collective scientifique complète et contradictoire, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire de vraiment faire un état des lieux scientifique, exhaustif, des avancées, des domaines dans lesquels on peut se passer du modèle primate, des domaines dans lesquels il est absolument toujours nécessaire d'en utiliser, et de pouvoir réfléchir de façon scientifique et collective pour après faire des décisions de société. Et aussi la deuxième condition d'acceptabilité du projet qui est de voir comment le dimensionnement de ce projet s'articule avec la trajectoire globale de réduction du nombre d'animaux et en particulier pour les primates en lien avec ce qu'on a appelé donc cette feuille de route. Et évidemment, en plus de ces deux conditions d'acceptabilité, que les 4 recommandations générales soient appliquées pour les primates, cette notion de justification éthique plus robuste, de rendre compte des résultats permis par l'utilisation des animaux à des fins scientifiques, de renforcer la transparence et d'investir afin de développer les méthodes alternatives. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation. Donc, je vous remercie pour l'attention. On va être prête aux questions et j'en profite pour remercier aussi le FC3R de nous avoir invités avec Christine pour parler de cet avis. Donc, merci beaucoup, Christine et Magali. Donc, je vais commencer par poser les questions qui ont reçu le plus de votes. Et la première question est la suivante. Est-ce que sortir de l'expérimentation animale est vraiment concevable ? Moi, simplement 2 mots, puis après, je vous passerai la parole, et en particulier à Magali. Et puis à vous, Athanasia, qui êtes quand même la mieux placée pour répondre à cette question au regard des données existantes. Mais je crois que nous, ce qu'on a essayé de dire, c'est que ce n'est pas à nous, qui ne sommes pas biologistes en particulier, de répondre à cette question, mais
qu'on peut et qu'on doit dire que c'est l'objectif, sortir de l'expérimentation animale, est l'objectif qui doit être poursuivi et qu'on doit se donner les moyens nécessaires pour arriver à cette fin. Alors, en particulier en développant les alternatives, comme l'a rappelé Magali. Nous, on est très conscients que ces alternatives-là, aujourd'hui, elles sont vraisemblablement surestimées, survalorisées par un certain nombre d'acteurs. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas poursuivre ce chemin qui consiste effectivement à financer davantage, par exemple, le FC3R, pour faire en sorte que des méthodes non animales soient davantage utilisées. Magali ? Oui, enfin, juste pour compléter, c'est ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver à progresser encore en disant il y a peut-être certains domaines où on peut s'en passer et qu'il y a d'autres domaines où à la fin on ne pourra pas s'en passer, mais permettant de réduire encore peut-être et d'améliorer nos pratiques. Oui, alors je ne sais pas si c'est à moi de je peux mais donner l'avis, comme Christine, vous m'avez mentionné. En fait, je pense que l'idée aussi, c'est évidemment la trajectoire, c'est la réduction, le remplacement total, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas, pour l'instant, qui n'est pas atteignable. Ce qui est très important, c'est aussi la complémentarité des approches et surtout choisir la meilleure approche pour répondre à la question scientifique qu'on se pose. Et donc, c'est ça vraiment le sujet. Est-ce que le modèle animal qu'on veut utiliser, est-ce qu'il est vraiment approprié? Est-ce qu'on peut le remplacer? Est-ce que le modèle non animal qu'on pourrait utiliser, est-ce qu'il est suffisamment robuste pour pouvoir répondre à la question? Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer, mais il faut vraiment soutenir justement ce passage vers une réduction. Et la réduction est déjà en train d'arriver, puisque depuis 3 ans, il y a eu 20%, une diminution de 20% du nombre d'utilisations d'animaux dans les procédures. Hein. J'exclus les génotypages. Alors, prochaine question. Alors, une question qui a obtenu beaucoup de votes. Comment va-t-on concrètement dégager tout le temps nécessaire pour toutes ces évaluations pré- et post-projet? Les membres des comités d'éthique sont aujourd'hui bénévoles et prennent sur leur temps de recherche pour faire les évaluations. Oui, alors ça, moi, tu compléteras, Christine. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai rappelé. On est tout à fait conscient, alors je vais peut-être passer un peu vite, mais c'est plus détaillé dans l'avis, qu'effectivement, l'engagement des membres de comité d'éthique, c'est du travail bénévole en plus de leur temps de travail. C'est pour ça que nous, on a fait aussi des propositions pour faire aménager aussi le système, l'équivalent du comité de protection des personnes, où les personnes maintenant ont une indemnité aussi pour participer à ces évaluations et une répartition différente qui fait que ça peut alléger aussi le temps de travail. Donc l'idée, c'est de faire des propositions pour essayer de refaire un peu le système actuel. Mais je crois que l'idée, ce n'est pas de faire travailler plus les membres des comités d'éthique, dont on est encore une fois bien conscient, et Magali est bien placée de ce point de vue-là, puisqu'elle siège depuis longtemps dans un comité d'éthique en expérimentation animale. Ce n'est pas de faire travailler davantage les gens, c'est de leur donner les moyens de mieux travailler, pour la raison qu'elle a expliquée tout à l'heure. Et notamment en faisant en sorte qu'en amont, le scientifique qui développe son projet et a besoin pour ce projet, ou pense avoir besoin pour ce projet d'utiliser des animaux, est une réflexion plus approfondie sur la pertinence de son approche. Et là encore, alors effectivement, c'est se poser davantage de questions. OK, ça demande davantage de temps. Mais nous, ce qu'on propose, c'est que justement le FC3R soit là en appui et les moyens, parce qu'aujourd'hui, il est là, le FC3R, mais il n'a pas beaucoup de moyens, comme ça a été dit. Et donc, s'il a davantage de moyens à la fois financiers et humains, ça ne sera pas nécessairement très chronophage pour le scientifique, bien au contraire. D'accord. Alors moi, je peux juste faire une petite remarque. Là, je me permets d'intervenir, même si ce n'est pas mon webinaire. Nous, on pense aussi, ce qui est très important, et c'est ce que tu as mentionné, Magali, c'est qu'il y ait une évaluation éthique, en tout cas de justification du choix du modèle, dès le financement de projets. Et donc, je pense que de parler aux financeurs, qu'ils soient publics ou privés, c'est extrêmement important pour qu'il y ait une prise en compte éthique
également des projets, parce que c'est le moment où on a les experts scientifiques les plus spécialistes. C'est Alors, vrai. Et à Tanasia, les financeurs, ils évolueront sous la pression et avec l'aide du FC3R. bien sûr, et c'est pour ça que nous, on travaille, enfin, en tout cas, on discute activement avec l'ANR, mais également avec des fondations et des associations. Et je pense qu'une fois qu'on aura réussi à convaincre l'ANR, je pense qu'après, il y aura peut-être un effet domino, mais, ou un effet boule de neige plutôt. Donc voilà, oui, en tout cas, on est en train de le faire, on y croit et c'est vraiment quelque chose de très important. Et le CNREA, qui est le Comité national de réflexion en éthique, de réflexion éthique en expérimentation animale, est également très très engagé sur ces questions et donc on travaille aussi avec eux. Donc je tiens à dire qu'on n'est pas les seuls. Donc une question un peu différente qui a eu beaucoup de votes, c'est comment se traduisent concrètement les tensions entre disciplines au sein du CNRS. Ça, c'est vous, Christine, qui avez évoqué ces tensions au début, en introduction. Donc, ça a interpellé les auditeurs. Oui, nous aussi, ça nous a interpellés. Mais le fait est que dans de nombreuses auditions, nous avons entendu un certain nombre de scientifiques du CNRS se plaindre soit des difficultés à questionner les pratiques, enfin à mettre la question de l'expérimentation animale sur la table, ou à interroger les pratiques des scientifiques. Et on a même entendu un certain nombre de scientifiques, peu nombreux, mais quand même, nous parler d'intimidation institutionnelle, c'est-à-dire vraiment de difficultés et même d'inquiétude de la part d'un certain nombre de scientifiques qui osaient effectivement poser ces questions. Quand on parle d'intimidation institutionnelle, on ne parle pas de la direction du CNRS, qui je crois n'a jamais pris position sur ce sujet et dont il faut d'ailleurs rappeler, j'en profite pour rappeler quand même le courage de la direction actuelle de nous avoir saisis sur le sujet, alors même que jusqu'ici paraissait très épineux et même assez tabou. Voilà, mais intimidation institutionnelle de la part d'un certain nombre d'instituts très directement concernés par l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques. Donc nous, au COMETS, on n'est pas la police, on n'est pas la justice, on n'a pas d'éléments de preuve, on cherche à juger personne, mais ce qui nous semble, c'est qu'il y a un faisceau d'indices qui montre la difficulté effectivement à se mettre autour d'une même table entre diverses disciplines et à essayer de clarifier les positions des uns, des autres, de faire avancer la réflexion, d'améliorer les pratiques, etc. Et que s'agissant d'un organisme de recherche qui a la chance d'avoir une grande diversité de disciplines, eh ben, c'est fort dommage. Et c'est bien pour ça qu'on invite les différents instituts à réfléchir à la façon dont ils pourraient mieux se parler. Je pense en particulier à l'Institut de biologie et à l'Institut, ce qui s'appelle maintenant CNRS Biologie, et l'Institut des sciences humaines et sociales, CNRS-SHS. CNRS-SHS avait invité un certain nombre de chercheurs en sciences humaines à mettre en place un réseau de réflexion sur l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques ces dernières années. Et les discussions ont été difficiles. Est-ce qu'il s'agit de maladresse de la part des uns et des autres? S'agit-il de problèmes plus profonds? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a tous considéré qu'il était absolument indispensable de mettre en place les dispositifs pour faire en sorte que cette question puisse être véritablement débattue dans tous ses aspects au CNRS. Et d'ailleurs, je voudrais dire que le CNRS Biologie a très bien entendu cette recommandation et que si je ne me trompe pas, il y a une première expérimentation une première discussion qui a été menée avec CNRS-SHS et une réflexion sur comment on pourrait faire les choses dans les semaines ou mois à venir. Voilà, donc ça c'est une bonne chose.
Merci beaucoup. Donc, il y a une question, je me permets de la poser maintenant parce qu'elle est un peu dans la même idée. C'est est-ce que vous avez une raison, y a-t-il une raison identifiée pour laquelle le sujet de l'expérimentation animale n'a pas été abordé pendant les 30 premières années d'existence, enfin, les 30 années d'existence du COMETS? Parce que c'est ce que vous avez dit également, Oui, Christine. c'est vrai. Ben, le COMETS n'a pas été saisi de cette question et il n'a pas non plus choisi de s'autosaisir. Et il m'est arrivé de poser à mes prédécesseurs la question de savoir comment tout ça s'expliquait. Et on m'a toujours fait la même réponse, à savoir le sujet est trop piégeux, il est même trop tabou pour que notre comité d'éthique puisse s'y frotter. Voilà. Nous, on a été saisis, on était bien obligés de répondre, mais quand bien même on ne l'aurait pas été, vu le contexte que j'ai rappelé tout à l'heure, je pense qu'on se serait vraiment auto-saisi de la question. Je pense que c'est important à un moment de mettre les pieds dans le plat et de questionner, de questionner le sujet. Donc, il y a pas mal de questions de chercheurs qui se demandent, enfin, qui vous demandent si vous pensez vraiment que les chercheurs, chercheuses et concepteurs de projets ne choisissent pas le modèle le plus adéquat avant de commencer un projet. Donc, donc en fait, certains auditeurs pensent que eux, ils évaluent le rapport coût-bénéfice des différents modèles en faisant la bibliographie, etc. Donc, en fait, ils pensent, enfin, la remarque va dans le sens où cette évaluation, est-ce qu'elle se passe au niveau du chercheur individuel ou est-ce que on ne fait pas confiance au chercheur, donc c'est soit le financeur, soit le comité d'éthique qui pourra faire cette réflexion? Oui, alors en fait, effectivement, on va dire la majorité des cas et sur le principe, c'est la proposition du modèle est effectivement adaptée et bien évidemment réfléchie après des références bibliographiques ou d'autres projets et des partages d'informations. En revanche, on l'a entendu plusieurs fois dans les auditions que parfois il y a aussi le poids de la culture dans un laboratoire par rapport à un type de modèle et chercher et répondre à la question dans le modèle qu'on a sur place. Ça, on l'a entendu, hein, c'est pas une vue de l'esprit. Premier point. Et deuxième point, je pense qu'aussi pareil, on peut aller aussi plus loin dans la réflexion et se dire qu'il y a par moment arriver à remettre en cause certaines habitudes qui ont été prises d'utiliser tel ou tel modèle. Donc là, il y a un certain nombre de questions. Je vais essayer de les grouper. Je ne sais pas si vous avez les réponses. En tout cas, moi, je ne les ai pas d'une manière définitive. Qui porte sur comment être sûr que les méthodes alternatives sont suffisamment efficaces, comment on fait pour confirmer des essais qu'on faisait chez l'animal à l'aide de méthodes alternatives. Une autre question, c'est existe-t-il vraiment des modèles animal free qui intègrent les échelles différentes du vivant et qui permettent des études de physiologie de bon niveau? Donc voilà, il y a une série de questions un peu dans cette idée-là. Je ne sais pas si vous voulez commenter, je ne sais pas si on peut faire une vraie réponse, hein, mais je vous laisse commenter ou répondre. Ben ouais, je sais pas trop non plus. Je pense que c'est un travail effectivement global, qui est avec plusieurs, aspects et qui implique, largement, les personnes, quoi. Ça dépend vraiment de 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 la question, je dirais et de devoir pour répondre à cette question en particulier. Mm. Mais Athanasia, s'il y en a une qui peut effectivement faire un état des lieux aussi objectif que possible sur la question, c'est vous. Oui. Alors donc justement, à la fin de ce webinaire, je vais parler d'un questionnaire qu'on a mis en ligne hier sur l'état des lieux des méthodes substitutives en France pour faire, j'en parlerai à la fin, ou je peux en parler maintenant. Donc en fait, on a lancé un état des lieux, enfin un questionnaire sur le recours aux méthodes substitutives en France, afin de faire un état des lieux pour savoir qu'est-ce qui est utilisé et développé en France, et pour pouvoir faire des recommandations ou savoir où est-ce qu'il y a des manques, voilà, pour pouvoir avoir une stratégie pour mieux accompagner leur adoption.
Et donc, on a déjà fait un questionnaire en 2023, on dispose des chiffres de 2023 qui ont été publiés, et on veut avoir une étude, une vision longitudinale de l'évolution aussi des choses en France. Donc ça, c'est pour les méthodes substitutives. Après, ce qui est clé dans les méthodes substitutives, c'est la validation. Voilà, mais ça, c'est le scientifique qui doit s'assurer que le modèle qu'il utilise, c'est le plus robuste pour répondre à sa question. Pour les recherches exploratoires et pour les recherches réglementaires, la validation, elle est de niveau réglementaire. Donc, c'est un autre processus. Donc, on vous partagera le lien vers ce questionnaire. N'hésitez pas à répondre. C'est extrêmement important d'avoir une vision la plus vaste possible parce que c'est en analysant les situations et dans la continuité qu'on pourra faire un travail comme celui du Comet, mais bon, beaucoup moins pluridisciplinaire évidemment, mais pouvoir faire des propositions et des recommandations. Alors, nous avons des questions, une question qui est la suivante. Comment faire pour que les instances nationales, CNRS, INSERM, etc., INRAE, IRD, et notamment le ministère, soutiennent de manière proactive les comités d'éthique qui sont mis en balance auprès des tribunaux administratifs par les associations. Donc ça, c'est un peu le quotidien des membres des comités d'éthique. Comme vous l'avez dit, travaillent bénévolement pour la plupart d'entre eux, hein, pour l'écrasante majorité, je pense tous d'entre eux. Enfin, je connais aucun membre de comité d'éthique qui est payé. Et donc, comment vous pouvez, enfin, quelle proposition, quelle réflexion vous pourriez avoir la position du ministère par rapport à ça? Ouais, ça rejoint ce qu'on disait sur effectivement la possibilité d'avoir plus de moyens, d'avoir aussi plus de transparence plus en amont qui fait qu'il y aura peut-être moins besoin d'être mis en cause systématiquement dans tout le travail qu'on fait. Et c'est tous ces éléments sur le long terme qui contribueront, je pense, à l'amélioration du système en fait. Et d'arrêter de polariser finalement deux conceptions différentes où on a l'impression pour certains citoyens et citoyennes que tout ce qu'on fait dans les laboratoires est caché. Et en parallèle, dans les laboratoires, on n'ose pas forcément plus communiquer dessus. Et si on améliore toute cette transparence et le retour d'informations à la société, sur le moyen terme, ça améliorera aussi les relations entre tout le monde. Je voudrais juste ajouter que d'abord, effectivement, il y a pas mal de contentieux dans le domaine, hein, mais souvent il s'agit de contentieux relatifs à des problèmes de respect réglementaire des conditions d'agrément. Et ça, je veux dire, c'est normal. Il est absolument indispensable que le CNRS, l'INSERM, le CEA, Pasteur et tous ceux qui utilisent des animaux soient absolument irréprochables quant au respect des dispositions réglementaires. Bon, ça, c'est un point évident. Et la deuxième chose, c'est que le ministère de la Recherche, puisqu'il a été cité, est visiblement très sensible aux recommandations qu'on a formulées. Et le CNRS aussi d'ailleurs, hein, qui a décidé, s'agissant de short note par exemple, de rendre obligatoire le fait pour chaque chercheur du CNRS de mentionner les résultats de ses recherches sur short note. Je ne sais pas si Magali l'a dit tout à l'heure, enfin tu l'as évoqué, mais c'est important de le réaffirmer. Et quant au ministère de la Recherche, on a bientôt rendez-vous avec la cellule d'éthique animale pour voir comment on peut améliorer les pratiques. Donc bon, si j'ai bien compris la question, on est bien dans une dynamique à la fois de respect de la réglementation, mais aussi de mise en œuvre plus éthique comme souhaité. Donc merci beaucoup. Donc il y a d'autres questions sur. C'est vrai que quand on fait une évaluation éthique, on utilise souvent la balance coût-bénéfice. Et la question est la suivante, c'est comment anticiper le bénéfice d'une découverte scientifique a priori. Et ça, c'est un peu toute la difficulté d'évaluation éthique. Donc, est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet? C'est justement, en fait, oui, toute l'idée, parce que
de cette position éthique, en fait, c'est dire qu'on enfin, on est conscient qu'il y a effectivement des choix, une partie avec c'est des valeurs qui sont soit contradictoires. Il y a une partie où effectivement c'est subjectif parce que c'est difficile de connaître les résultats sur le long terme. Ils sont soit lointains, soit difficiles à prévoir. Mais en même temps, nous, dans les recommandations, c'est d'avoir vraiment cette prise en compte, c'est quand même une valeur pragmatique, d'avoir cette prise en compte au cas par cas de toutes les actions qui sont mises en œuvre et d'arriver à chercher en permanence, finalement, c'est un compromis entre des valeurs qui sont différentes et contradictoires, mais avec les discussions et donc l'ouverture notamment au niveau des comités d'éthique qui permet justement de pouvoir regarder au sens large l'ensemble des coûts et des bénéfices. Merci. Donc là, j'ai vu 2 questions passer sur ce qu'on appelle le biais de publication. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette formule. Ça parle du fait que les modèles animaux sont souvent valorisés par les grands journaux scientifiques et souvent des expériences in vivo sont demandées pour pouvoir être publiées. Alors ça peut être tout à fait justifié scientifiquement ou moins, plus ou moins justifié. Et donc la question est la suivante, c'est pour permettre une vraie réflexion éthique sur l'expérimentation animale, ne faudrait-il pas diminuer le poids de l'évaluation bibliométrique sur les carrières et les financements? Enfin, voilà, c'est-à-dire que est-ce qu'on, comme les grands journaux vont demander systématiquement du vivo, est-ce que voilà, donc comment évaluer? Et puis les short notes, ça vient un peu, ça va dans le même sens, c'est-à-dire comment valoriser le partage des résultats négatifs qui peuvent être publiés sous la forme de short notes. C'est-à-dire que comment on va évaluer les chercheurs? Est-ce qu'il faudrait changer un peu aussi la manière d'évaluer les carrières et les personnels de recherche? Alors oui, bah oui, ça fait partie, de cette, réflexion, générale, de faire évoluer aussi, les pratiques. Donc on a parlé tout à l'heure, hein, Christine et Athanassia, vous l'avez mentionné sur, le côté des financements et cette évaluation éthique, en amont et puis aussi, faire évoluer au niveau, effectivement des publications, des demandes de publication, la taille, le nombre enfin, d'utiliser ou pas le modèle animal, le côté, nombre d'animaux et cetera. C'est en train de changer, mais c'est, quelque chose qui prend, effectivement, du temps à faire changer dans les mentalités, hein. Mmh. Et aussi il y avait aussi sur la reconnaissance, des carrières, par exemple aussi et de l'appétence pour certains pour, passer par exemple de modèle in vivo à modèle in vitro ou se réorienter. Et ça, on fait des recommandations aussi en interne, enfin donc là je parle au niveau du CNRS pour que justement ce soit aussi, reconnu, et valorisé comme le travail des comités d'éthique ou bah, pour l'instant au CNRS, je crois que c'est dans les tuyaux, mais depuis quelques années, d'avoir une fameuse lettre de mission pour les membres de comité d'éthique. Bon, c'est sûr que ça paraît le minimum aussi en termes de reconnaissance. Il y a encore du chemin à parcourir. Un des problèmes majeurs des comités d'éthique, c'est le recrutement et le remplacement de leurs membres. Est-ce que vous avez des recommandations pour améliorer cela? Et je joins une deuxième question dans la même plus ou moins thématique. Avez-vous envisagé le besoin de spécialistes en philosophie morale et éthique animale dans les comités d'éthique? C'est-à-dire, voilà, je fusionne ces 2 questions qui sont sur le recrutement et la composition des comités d'éthique. Sur la composition, oui, on a Oui. clairement une recommandation de ce point de vue et en l'expliquant par le fait que effectivement la réflexion éthique, elle naît aussi beaucoup de la pluralité des points de vue, de la possibilité de croiser des points de vue différents, de disciplines différentes, de gens qui ont des intérêts différents. Et sur le premier point, par contre, je laisse Magali, qui je sais s'est intéressée à la question, répondre. Bah, On n'a pas de oui. Non, on n'a pas encore, après je pense que c'est le travail de fond aussi, auprès du ministère, mais peut-être, avec ce système comme l'équivalent, du comité de protection, des personnes ou le fait d'avoir aussi, une rémunération ou en tous les cas une indemnité par rapport au temps passé peut-être aussi, un changement dans le système pour, motiver, certaines personnes à pouvoir, consacrer, enfin une partie de leur temps à ça en plus de leur travail. Donc ça, c'est effectivement au niveau des moyens qui sont mis en œuvre au niveau du ministère, enfin pour la recherche.
Oh, merci. On a le temps encore pour une dernière question. Je suis vraiment désolée pour les autres. Peut-être que je pourrais vous les faire parvenir, voir si vous avez des éléments de réponse. Donc la dernière question que je vais vous poser est la suivante. C'est pour, au cours de vos entretiens, pour pouvoir rédiger votre avis, est-ce que vous avez interrogé des chercheurs utilisant des animaux de laboratoire ou uniquement des acteurs réglementaires ou, voilà. Non, non, on a fait, enfin, toutes les personnes auditionnées sont en annexe hein, de l'avis. Donc, il y a effectivement des chercheurs qui utilisaient les animaux, différents modèles animaux, des chercheurs qui n'utilisaient pas l'animal, et puis le côté, effectivement, les associatifs, membres de comités d'éthique, ministère, l'Europe. Donc, on a effectivement des auditions qui ont été très, très larges.